Tout tourne rond sur cette terre, et tout s'associe, s'interconnecte, s'autorégule en une danse infinie. Tout sauf notre culture linéaire, cloisonnée, analytique et compétitive. Mais cette culture soutient-elle la vie, la paix, la justice, l'amour ? Et si la réponse est non, alors changeons-la. Bienvenue sur le podcast Tout tourne rond sur cette terre, le podcast qui invite à nous inspirer du vivant pour changer de culture. Je suis Marine Simon, grande amoureuse du vivant et facilitatrice en intelligence collective et gouvernance participative. Je suis aussi l'auteur de l'ouvrage collectif Tout tourne rond sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer. Mon postulat y est que l'ensemble des crises que nous vivons actuellement est dû à notre représentation du monde, aux croyances qui sous-tendent notre culture et aux actions qui en découlent. Dans ce podcast, nous explorons avec des chercheurs et chercheuses du vivant ce qui en fait les principes pour nous inspirer dans le tissage d'une nouvelle toile culturelle qui soutiendrait la vie. Ce podcast s'adresse à notre tête, mais aussi à nos sens et surtout à nos cœurs. Dans le dernier épisode, nous avons évoqué avec Sabine François ce passage auquel nous sommes toutes et tous promis et promises sur cette terre, la mort. Stratégie implacable du vivant que notre culture s'emploie désespérément à dénier, à postposer, à éviter, au point de s'être profondément appauvrie des mots, attitudes, rituels qui faciliteraient son expérimentation, que l'on soit du côté de celle ou celui qui s'en va, ou de celle qui reste. Nous n'aimons pas ce qui nous contraint, nous ramène à nos limites, notre vulnérabilité. Et si notre plus grande liberté était ailleurs, si elle se situait dans l'expression de notre singularité d'être humain, mêlée à la joie de retrouver le bon pas de danse avec l'ensemble des êtres vivants. Si comprendre profondément les principes de ce vivant dont nous sommes, les observer, les expérimenter, en accompagner le pas, était ce que nous aurions de plus grand, créatif, régénérant à réaliser. C'est ce que nous allons explorer dans ce nouvel épisode. J'accueille pour cela Karim Lapp, écologue de formation, ingénieur principal, spécialisé dans l'élaboration de politiques publiques écologiques. Il est aussi biomiméticien et praticien en écopsychologie. Engagé dans la lutte contre le changement climatique depuis 1997, il rêve à des politiques de la Terre, à l'avènement d'une république écologique. Bonjour Karim. Bonjour Marine. Bon, je suis ravie de te retrouver pour cet épisode et puis je vais te poser la question initiale et sacrée, c'est d'où as-tu envie de parler, de quel endroit de toi, de quel vécu, de quel moment dans ta vie ? Alors le moment de ma vie qui est assez déterminant et qui explique probablement pourquoi je suis en face de toi aujourd'hui, c'est celle du petit garçon asthmatique et malvoyant qui a malgré tout eu la chance de passer des étés extrêmement ennuyeux chez ses grands-parents qui faisaient la sieste l'après-midi et où je me retrouvais tout seul dans les bois, dans des cabanes improvisées et avec pour principaux interlocuteurs des insectes, des arbres, des plantes. Et on a eu plutôt de bonnes conversations. Et ce temps d'observation m'a ouvert tout un tas de questions auxquelles j'avais des réponses assez laconiques lorsque je demandais pourquoi l'herbe était verte. En général, la réponse était plutôt parce que c'est comme ça. Et où je me rendais compte que notre culture, en fait, laisser cet environnement qui était pour moi assez familier, du coup, bien que je sois plutôt un titi des villes, sans réponse, sans même rituel pour les aborder. Et donc voilà, ça nourrit vraiment ce questionnement qui a probablement fortement influencé le choix de mes études et l'envie de comprendre finalement pourquoi les choses étaient comme ça, plus que de me contenter de cette réponse. Et puis cette vulnérabilité, puisque mon rapport vivant est quand même aussi
dans une certaine forme de tension, puisque je suis né pas tout à fait fini, et avec un certain nombre de difficultés qui font que voilà, je n'ai pas un rapport béat à la nature ou au vivant, mais m'a fait très vite prendre conscience de ma vulnérabilité en tant qu'être vivant, et de ma dépendance aux autres. Alors d'abord mes autres humains, qui m'étaient indispensables pour assurer ma survie, et puis plus tard, au fur et à mesure de mes explorations, de comprendre qu'il y avait aussi des autres vivants, d'où le fait que j'ai assez rapidement compris qu'être vivant parmi les vivants, c'était plutôt une bonne position. Merci pour ce partage de ton intimité d'enfant dans cette nature et ce que ça a provoqué en toi et pour toi. Et du coup, jusqu'ici dans ce podcast, nous avons plutôt partagé les grands principes globaux du vivant. Alors tu es là effectivement pour nous parler de ce que tu as pu observer, étudier, de ce qui fait ce vivant, et puis tu viendras de toute façon sur ce mot aussi, et de partager finalement ce que nous aurions, comme je le disais dans ta présentation dans le podcast précédent, bien intérêt à apprendre à l'école en fait, parce que c'est notre maison, c'est notre lieu de vie, c'est le seul endroit où être vivant tel que nous le sommes est possible, et qui finalement fait très peu partie de notre culture. Et donc, à propos de ces principes du vivant, jusqu'ici, nous en avons partagé les grands principes globaux, hein, que sont la cyclicité, la circularité, la diversité, les interrelations, l'associativité. Ça, c'était la porte d'entrée de ce podcast et puis de mon livre. Mais est-ce que ça te semble suffisant pour appréhender le fonctionnement du vivant ? Alors, le vivant est quelque chose qui reste assez difficile à définir, hein, et je pense qu'on passera encore quelques thèses à essayer de proposer une définition, mais finalement c'est pas très important qu'on sache le définir, parce que ce qui est intéressant avec le vivant, c'est qu'on peut facilement faire l'expérience. Mais il me semble que, parce qu'il y a plusieurs propositions de regard sur le vivant, notamment l'approche scientifique, qui pose un certain nombre de cadres, de comprendre pourquoi on parle de principes de vivant, et pas de lois. Pourquoi en physique on a des lois, pourquoi dans le vivant on parle plutôt de principes. Alors, la définition stricte est assez simple, c'est qu'une loi, c'est toujours vrai, quelles que soient les circonstances, alors que dans le vivant, évidemment, le vivant a une propriété absolue, c'est qu'il est subversif. C'est-à-dire qu'il ne fait pas toujours ce qu'on attend de lui. Et notamment parce que si je devais proposer une lecture peut-être un peu plus stratégique que les principes opérationnels que tu viens de décrire, alors qu'ils sont souvent vrais, c'est que on est bien dans un monde de relations. C'est-à-dire que c'est presque une loi parce que c'est toujours vrai. Le vivant se caractérise par le fait que pour être vivant, il faut être en relation avec d'autres vivants et avec le monde extérieur. Alors il y a des formes où il n'y a pas de relation, mais dans ce cas, le vivant est suspendu. Hein, c'est par exemple les formes d'enquistement des spores, de certaines bactéries qui vont pouvoir passer des épisodes parfois très longs ou des conditions qui sont plus propices à la vie et qui vont leur permettre d'attendre de nouvelles conditions favorables pour de nouveau vivre. Mais vivre, c'est avoir des relations avec son environnement et avec d'autres êtres vivants. Donc ça, c'est un élément qui me semble fondamental. Est-ce que tu nous donnerais un exemple pour illustrer, pour emmener les auditrices et les auditeurs dans l'expérience finalement ? Là, en écoutant ce podcast, quelles sont les relations avec quels autres êtres vivants sont-ils en relation ? Est-ce que tu peux donner quelques exemples ? Là, à l'instant précis de leur écoute, ils sont en relation avec quels autres types d'êtres vivants ? Alors la relation avec les autres vivants au moment où je parle et au moment où ils ont écouté le podcast,
elles sont en fait permanentes. C'est-à-dire que pour respirer, pour digérer, pour tout un tas de fonctions qui s'opèrent au quotidien, on est en relation avec des milliards d'autres êtres vivants. Donc on a ceux dans les intestins, qui est maintenant assez connu, la flore intestinale, qui est donc un ensemble d'êtres vivants très différents d'ailleurs. Il y a des animaux, il y a des bactéries, il y a des virus, il y a des champignons, il y a tout un écosystème en fait, qu'on trimballe avec soi et qui permet en fait d'assurer une bonne partie de ce qu'on est capable d'assimiler en mangeant. Sans eux, on serait assez différents. Donc en fait, cette relation, elle est vraiment permanente et essentielle. Parce que sans ces relations-là, eh bien, il y a tout un tas de choses qu'on ne saurait pas faire. C'est vrai pour les plantes aussi. Les plantes, pour aller capter de l'eau dans le sol, pour accéder à certains minéraux, ont besoin d'être en relation avec des champignons, avec des bactéries. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui s'observe de façon assez générale et permanente. Ok. Alors, tu m'as dit en préparation de ce podcast que finalement, le vivant était très difficile à décrire et qu'on a encore du mal à savoir ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors effectivement, c'est assez difficile. Le meilleur exemple de ça, c'est les virus. Alors, les virus, on ne sait pas trop dire si c'est vivant ou si c'est pas vivant. Alors, sans rentrer dans le détail de ce débat qui n'a d'ailleurs pas forcément un grand intérêt, ce qu'on peut déjà distinguer, c'est des êtres vivants de systèmes vivants. Et donc, une des caractéristiques de ce qu'est un être vivant, et d'ailleurs ce qu'est aussi un système vivant, c'est le fait qu'il y a toujours un dedans et un dehors. C'est-à-dire qu'on va être capable de distinguer, alors si je prends un système vivant, quand on est dans la forêt, on sait qu'on est dans la forêt. Et si on est hors de la forêt, dans un champ, on sait qu'on n'est plus dans la forêt. Donc il y a bien une limite à la forêt, même si la frontière peut être progressive, la lisière étant un intermédiaire entre les deux. Mais il y a une limite. Et pour les êtres vivants, c'est encore plus vrai, puisque autour de tous les êtres vivants, il y a une membrane qui est une frontière et qui permet de distinguer un individu d'un autre. Une bactérie, il y a une membrane qui définit ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Et ce qui est vivant, c'est ce qui est à l'intérieur. Et pour nous, c'est la même chose. On a une membrane, qui est la peau, et qui définit un dedans et un dehors. Et d'ailleurs, je rappellerai que la flore que j'évoquais tout à l'heure dans les intestins est bien à l'extérieur de l'organisme, et non pas à l'intérieur, même si les intestins sont à l'intérieur du corps. Mais ça reste l'extérieur. Est-ce que tu peux développer ce concept de ce système digestif qui est en fait l'extérieur du corps ? Parce que je pense que quand on en a parlé, moi j'ai mis quelques minutes à intégrer ce que tu disais, et donc je pense que ça vaut la peine que tu ailles un tout petit peu plus loin pour qu'on puisse rentrer dans cette logique. Il y a deux éléments. Il y a une explication très physique, c'est qu'il y a une entrée, une sortie. Donc ce qu'il y a entre reste l'extérieur du corps. Et puis il y a une explication plus opérationnelle qui est que si tous ces êtres vivants étaient à l'intérieur de notre corps, ça nous poserait quand même un certain nombre de problèmes, puisque même si globalement la flore intestinale est notre amie, il y a aussi à l'intérieur des bactéries qui peuvent être pathogènes et qui, si elles étaient à l'intérieur du corps, ne seraient plus nos amis. Donc il était extrêmement important de comprendre cette idée de dedans-dehors qui fait que, et de relation, puisque encore une illustration du fait que s'il y a frontière, toujours dans le vivant, ces frontières sont perméables, et donc la frontière définit le type de relation qu'il va y avoir avec l'extérieur, donc soit l'environnement, soit les autres vivants. En dehors de ce dedans-dehors, qui marque vraiment ce qu'est le vivant, quels seraient d'autres éléments qui permettraient de définir ce que l'on peut mettre dans le champ du vivant et ce qui ne l'est pas, pour toi ? Alors, une des autres caractéristiques que partagent toutes les formes vivantes, c'est une certaine sensibilité au temps
et la nécessité, par conséquent, de se régénérer. Alors après, sous des formes, avec des stratégies différentes. Chez les bactéries, on va avoir plutôt des stratégies de reproduction, donc de régénération par l'identique, sachant que même dans cette reproduction par l'identique, on va avoir des erreurs de recopie, ce qui va permettre une forme d'évolution. Donc le vivant est quelque chose qui évolue dans le temps, ou avec une approche plus rapide et plus profonde, qui est celle de la mort, qui va permettre aux êtres vivants d'inventer des nouvelles formes en procréant et en générant de nouveaux individus à partir de deux individus différents. C'est l'invention de la sexualité qui permet cette accélération importante dans l'évolution. Donc le vivant est sensible au temps et évolue. C'est un principe absolument général. Et un autre élément qu'on pourrait rajouter, c'est que les êtres vivants sont constitués d'éléments assez simples, sont toujours les mêmes, et absolument interchangeables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les auditeurs ont probablement des atomes ou des molécules qui ont servi à la vie de Diplodocus ou à une bactérie il y a quelques milliards d'années. Donc, nous sommes, en tant qu'êtres vivants, totalement recyclables, nos éléments sont totalement interchangeables, parce qu'il y en a peu, et parce qu'ils sont simples. Et puis, pour autant, cette universalité, ou ces nouveaux assemblages qui créent des relations particulières, font que, par conséquent, ces êtres vivants sont tous singuliers. L'universalité ne s'oppose pas dans le vivant au fait que chaque être vivant est singulier, mais provisoirement singulier, puisque ensuite ces composants vont repartir dans un cycle qui se reproduit de façon à l'infini. Ta passion pour le vivant, qui est née bientôt comme tu l'as partagé, t'a emmené évidemment à faire des études de biologiste, mais tu ne t'es pas arrêté là et tu as souhaité faire après une formation de biomiméticien. Est-ce que tu peux nous parler du biomimétisme, ce qu'il comporte, ce qu'il permet de regarder, ou pas d'ailleurs? Oui, c'est vrai que c'est une autre façon de regarder le vivant et d'essayer d'utiliser la compréhension de ce qu'est le vivant peut nous être utile dans la vie de tous les jours. Alors on va essayer de voir dans quelle mesure on peut mobiliser finalement ces connaissances du vivant dans notre organisation, dans ce qu'on est capable de fabriquer et dans la manière justement de comprendre ce que sont les conditions de notre propre existence. Donc le biomimétisme, c'est quelque chose de très ancien, puisque l'humanité s'est toujours inspirée de ce qu'elle a observé autour d'elle, qui est la nature, ce qu'on appelle la nature, le vivant. Mais le biomimétisme a été un peu formalisé dans cette ambition d'en faire quelque chose d'utilisable dans notre contexte et dans notre culture aujourd'hui, en particulier par Janine Bunnius, dans la fin des années 90, en proposant une formulation, en mettant des mots sur des choses que des gens faisaient déjà depuis pas mal de temps, en proposant une approche plus pédagogique et une méthode pour essayer de justement transposer cette connaissance du vivant dans des domaines, que ce soit l'industrie, la science des organisations ou la manière de concevoir un objet. Donc elle propose une approche en plusieurs étapes, en distinguant la forme, les process et puis les organisations, qui sont des approches pédagogiques. Par exemple, la forme, ça va être comment un organe ou même un organisme en entier va répondre à un besoin, par exemple, de pénétration dans l'air. Et donc le bec d'un oiseau va avoir des formes plus ou moins aérodynamiques ou pour répondre à d'autres types de fonctions alimentaires, par exemple un pic
va avoir un bec renforcé pour pouvoir aller chercher de la nourriture dans les écorces des arbres, etc., etc. Sur les processus, on va être plus sur la compréhension de comment fonctionnent les êtres vivants. Et donc on va vouloir, par exemple, faire de nouveaux matériaux. Si je prends l'exemple du bâtiment, la possibilité de faire des bétons qui imitent des processus du vivant, qu'on appelle la biominéralisation, c'est-à-dire où c'est des organismes vivants qui vont aller chercher des éléments minéraux dans l'environnement pour en faire de nouveaux matériaux, comme par exemple les carbonates de calcium, la craie, c'est la même chose. Et donc ils vont permettre, le gros avantage de ça, c'est que ça va consommer très peu d'énergie, et donc éviter d'émettre des émissions de gaz à effet de serre, par exemple pour les matériaux. Et puis ça peut être un niveau de complexité plus élevé, qu'elle qualifie comme niveau organisationnel ou écosystémique, qui permet là de comprendre mieux comment fonctionnent les systèmes ou les principes d'organisation. Alors ça c'est une façon d'entrer, elle est utile pour démarrer dans une approche de ce qu'on peut explorer du vivant, mais c'est évidemment insuffisant pour répondre à une compréhension de la manière dont on va pouvoir réintégrer ces questions du vivant dans notre culture ou dans l'organisation de notre société. Il faut aller un petit peu plus loin, d'autant plus que, évidemment, dans le vivant, ces trois dimensions ne sont pas séparables. C'est juste une béquille pédagogique pour pouvoir nous aider à comprendre comment tout cela fonctionne, mais il n'y a jamais de distinction dans un être vivant de la forme, du processus qui conduit à cette forme et du principe d'organisation qui permet de fonctionner. Donc tout ça fonctionne ensemble et permet effectivement de dégager des principes sur lesquels on va revenir, qui peuvent nous aider à développer nos propres stratégies et nos propres réalisations de manière compatible avec le vivant. Oui, et en préparant cet épisode, tu disais aussi que finalement, ce qui est intéressant là-dedans, ce n'est pas tant de copier le vivant que de comprendre comment on le réintègre, comment nous réintégrons dedans. Tu disais même que finalement, la complexité qui marque le vivant, en fait, c'est simple. Oui, c'est une affirmation qui peut paraître un petit peu difficile, mais qui est liée au principe qu'on évoquait en introduction, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le vivant n'utilise que des éléments simples, qu'il construit, qu'il assemble, eh bien ce sont les relations de ces assemblages qui vont faire émerger de nouvelles propriétés. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 exemples ? Alors, un exemple, par exemple dans l'organisation de la matière, j'évoquais la craie tout à l'heure, donc c'est des organismes vivants qui vont aller chercher des éléments minéraux dans leur environnement, dans l'eau en général, et puis vont les combiner pour faire du carbonate de calcium. Donc carbonate de calcium, c'est du carbone, de l'oxygène et du calcium. Donc cet élément est combiné et fait un produit que tout le monde connaît, c'est la craie. Alors la craie, c'est friable, c'est cette propriété qu'on utilise pour écrire sur les tableaux. Ça fait de la poussière, c'est pour ça qu'on ne les utilise plus dans les écoles. Donc ça, c'est parce que l'organisation entre les éléments est relativement lâche. Donc ça fait de la poudre, donc les éléments se dissocient. Si on change la relation entre ces éléments, en fait, on va pouvoir faire des matériaux plus organisés. Donc, par exemple, dans les roches, on va avoir des organisations, des combinaisons qui vont être plus organisées, qui vont donner une propriété plus solide à ça. Et en multipliant les relations à différentes échelles d'organisation de la matière, on va pouvoir, avec le même élément, c'est-à-dire de la craie, faire un des matériaux les plus résistants qu'on connaît sur la planète, qui est le coquillage des ormeaux, par exemple, qui vont faire donc une véritable céramique, qui est plus solide et plus résistante que les céramiques qu'on met sur les navettes spatiales. Donc on voit que c'est en ça que la complexité est simple, c'est-à-dire qu'elle est composée par addition
et organisation des relations entre les différents éléments simples qui la composent. Et c'est vraiment cette organisation qui donne la propriété à ces éléments, et non pas le fait de mobiliser tout le tableau de Mendeleïev. Alors, le tableau de Mendeleïev, c'est le tableau dans lequel on classe tous les atomes connus sur la Terre, et il y en a un peu plus d'une centaine, et le vivant utilise à 99,9% 6 éléments du tableau de Mendeleïev. Alors que nous, dans l'industrie telle qu'on la pratique aujourd'hui, on mobilise aujourd'hui la quasi-totalité de ces éléments, sauf quelques-uns qui ne sont obtenus que par synthèse. Et donc, nos processus sont très compliqués. Hein. Et c'est en ça que j'utilise cette phrase un petit peu rapide, mais qui dit quand même ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que la complexité, c'est simple. C'est construit sur des éléments simples. Oui, ça peut paraître étonnant, évidemment, quand tu dis que la complexité est simple, surtout que dans notre culture, on peut avoir tendance à confondre complexité et complication. On peut dire, oh, c'est compliqué, alors qu'en fait, c'est complexe, mais que quand on comprend que complexité, ça vient de complexus, qui dit tisser ensemble, et que ça utilise, que les éléments de base sont toujours les mêmes et qu'ils sont juste combinés de manière différente, on peut le comprendre. Ceci dit, je pense que dans notre culture, c'est compliqué à comprendre. C'est compliqué à comprendre parce qu'on a une culture cloisonnée. On a tendance justement à ne pas tenir compte, on a eu tendance à ne pas tenir compte des relations. Les relations faisaient partie de l'invisible entre les éléments et on a dit que ça n'existait pas. Et donc on a cloisonné les choses, on les a triées, on les a séparées les unes des autres. Donc pour notre culture, c'est pour moi une vraie gymnastique que de réimaginer des choses qui sont en relation les unes avec les autres et qui finalement créent une toile qui ne s'arrête jamais. C'est pas qu'à un moment il y a quelque chose on arrive à un écosystème qui n'est plus en relation avec rien, mais tout est en relation avec tout le temps, et que ça m'a fait dire à un moment, et au moment du Covid entre autres, que pour moi ça mobilise aussi chez nous d'autres aptitudes que le mental. Le mental, il me semble très approprié pour embrasser quelque chose de très structuré, de séparé, des choses qui s'additionnent. Pour embrasser le complexe, j'ai l'impression qu'on a besoin, nous, de plus que notre réflexion mentale. On a besoin de nos sens, on a besoin de notre intuition, on a besoin de nos ressentis, on a besoin de nos émotions, on a besoin de nos expériences, d'y faire référence. Voilà, on a besoin de tout le corps, en fait, probablement, pour appréhender ce complexe. Voilà, non séparé. En effet, moi je le formulerais peut-être un petit peu différemment sur le fait que dans notre culture, on a la tentation du contrôle. Et quand on veut contrôler, il faut donc simplifier les choses. Alors que ce qu'on peut observer dans le vivant, et qui est assez général, c'est que le vivant développe des réponses qui ne sont pas uniques à un problème, mais qui sont multifonctionnelles. Donc ça, c'est un des grands principes, c'est que si je prends par exemple une feuille d'arbre, c'est une forme, hein, alors il y en a plein, suivant les espèces, on va avoir des feuilles découpées, des feuilles plus ou moins grandes, plus ou moins vertes, etc. Mais ces feuilles vont remplir une fonction principale, hein, qui va être la transformation de l'énergie solaire en énergie chimique, hein, sous forme de sucre, l'élément de base du vivant. Et donc ça c'est une fonction, donc c'est un panneau solaire, ni plus ni moins. Mais en fait si, c'est beaucoup plus. C'est-à-dire qu'une feuille ne va pas simplement servir à transformer l'énergie, elle va aussi servir de surface pour permettre l'évapotranspiration qui permet la circulation des éléments dans l'arbre sans énergie, hein, parce que l'arbre va évapotranspirer, c'est-à-dire que comme nous, il transpire quand il fait chaud, mais il respire aussi. Et donc, il peut le faire grâce au mouvement de l'eau qui part des racines qui vont dans le tronc et s'évapore par les feuilles, et qui permet effectivement d'avoir un système de circulation sans énergie. Mais une feuille d'arbre, c'est aussi le support de nourriture pour un certain nombre d'animaux. Pour nous, c'est aussi une source de médicaments, par exemple. Ça fait aussi de l'ombre,
Et donc ça va permettre à certains organismes au sol ou plus bas de pouvoir vivre dans des conditions non exposées au soleil. Et on pourrait comme ça tirer le fil de plein de fonctions. Donc on voit qu'à chaque fois qu'il y a une réponse d'une forme, on a effectivement toujours plusieurs fonctions. Et donc c'est ce qui participe à la complexité du vivant, et donc il rend parfois plus difficile à lire le vivant. Et cette multifonctionnalité dérange également notre vision de la performance. Puisque si je pars du principe qu'un panneau solaire, une feuille est un panneau solaire, en tant qu'ingénieur, je vais me dire, bon, est-ce qu'une feuille c'est performant du point de vue de cette fonction-là? Donc je vais regarder et je me rends compte que globalement, une feuille, entre l'énergie qui est reçue de lumière, qui est reçue à la surface de la feuille, et celle qui est transformée en énergie chimique, on a un rendement qui est inférieur à 4%, qui est plus proche de 1%. Donc on va se dire, voilà, le rendement, la performance de la feuille en tant que panneau solaire n'est pas très efficace. Alors, c'est juste si je ne tiens pas compte de toutes les autres fonctions qu'elle remplit. Parce que si je convoque toutes les autres fonctions qu'elle remplit, je vais me rendre compte que une feuille d'arbre, c'est quelque chose d'extrêmement performant, parce que c'est fabriqué à température ambiante, avec les éléments qu'on évoquait tout à l'heure, chimiques, donc le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre, qui sont les éléments qui sont mobilisés dans la conception de tout ce que l'on peut voir dans le vivant, de façon très très majoritaire, puisqu'on est à 99,9%. Et tout ça avec comme solvant de l'eau. Donc ça c'est quand même extrêmement performant d'un point de vue, ou également du fait que cette modalité-là va permettre le maintien des conditions de vie pour l'ensemble des êtres vivants et dont nous faisons partie. Donc, prendre en considération la complexité nous oblige à la fois à sortir des stratégies de contrôle total et en même temps de réinterroger la notion de performance. Tout à fait. Et de les remplacer par de l'humilité et un peu d'émerveillement, non ? Oui, on ne peut pas prendre en considération le vivant que sous des aspects techniques ou scientifiques ou descriptifs, etc. Parce que le fait d'être vivant et le fait d'être en interaction avec d'autres êtres vivants et d'avoir des relations, et ces relations sont évidemment pas que, je dirais, utilitaires. La dimension culturelle, spirituelle, fait partie intégrante aussi de cette relation, de cette construction qui nous permet d'assurer notre épanouissement. Puisque la question, me semble-t-il, n'est pas simplement de pouvoir exister, mais aussi de pouvoir aller vers ce que les philosophes appellent la vie bonne. Absolument, et je pense que là on a quand même un vrai angle mort, notre culture provoque un vrai angle mort sur effectivement ces interrelations qui, faisant partie de l'invisible, sont tombées en disgrâce de notre culture, puisqu'on a voulu une culture de la preuve, une culture matérialiste, et qui fait qu'on peut vraiment ignorer, qu'on peut vraiment ne pas voir que le vivant, c'est un ensemble d'interrelations avec des éléments vivants qui ont créé les conditions de la vie sur Terre, alors qu'au départ, les conditions n'étaient pas vraiment réunies. Et Bruno Latour, et puis on reviendra parce que je sais que tu te sens proche de sa pensée plus tard, mais qui dit que finalement, sur Mars, il n'y a pas de transformation des conditions initiales de la Terre par les vivants, sur le plan physico-chimique, en conditions favorables. Donc ces interrelations, on peut se dire, tiens, est-ce qu'il y a de l'eau sur Mars? Oui, non. Oui, c'est bon, on peut aller vivre. Non, le vivant, ce qui crée les conditions de la vie, qui sont ces interrelations, ces danses, ces communications aux frontières, aux lisières, et qui transforment les choses, et qui en font évidemment un tout complexe, n'est pas réuni. Mais il me semble qu'on a c'est extrêmement difficile à intégrer à partir des lunettes de notre culture actuelle. Oui, et cette interdépendance qui est fondamentale
Et on peut aller même jusqu'à dire que l'espèce humaine est une propriété émergente de la planète Terre, qui d'ailleurs, à ce titre, n'est plus vraiment une planète, c'est autre chose, puisqu'elle ne ressemble à aucune autre planète. Donc ça n'est plus vraiment une planète, c'est notre habitat, c'est notre véhicule, il n'y en a pas d'autre. Même si certains espèrent pouvoir effectivement aller coloniser d'autres espaces. Mais ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs dans l'exemple que tu cites d'aller sur Mars, le processus de colonisation de Mars s'appelle la terraformation. Donc, en fait, le vivant tel que l'on connaît aujourd'hui, et jusqu'à preuve du contraire, n'existe pas en dehors des conditions spécifiques qui se sont déployées sur la Terre, et qui est le résultat de milliards d'années d'interrelations. Et j'aimerais vraiment appuyer sur cette question, parce que ça va bien au-delà de la simple compréhension du fait qu'il y a ces interrelations, c'est que le socle même de notre liberté en tant qu'individu, notre individu singulier que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, s'inscrit dans cette interdépendance. Et donc il ne faut pas concevoir l'interdépendance comme un piège, une nasse ou quelque chose qui nous empêcherait, mais bien au contraire, qui est le socle, qui est, et tu l'as dit tout à l'heure, la condition initiale pour que notre liberté puisse s'exprimer. Et donc il est extrêmement important de comprendre que la prise en compte de cette condition initiale n'est pas une contrainte. C'est une condition initiale. Et donc, le vivant se caractérise aussi par le fait que on peut généraliser cette proposition qui est que le vivant crée les conditions de sa propre existence. Donc, nous sommes Homo sapiens sapiens, on essaie de se rassurer en se disant 2 fois sage, ce serait bien de effectivement traduire ça dans notre transmission culturelle, que la planète, notre environnement, le vivant, on l'appellera comme on verra, la nature, eh bien, n'est pas une contrainte, c'est la condition de notre existence. Et ça change quand même un petit peu les enjeux par rapport à ce qu'on pouvait avoir l'habitude de porter au travers des questions d'écologie, d'environnement, comme des éléments qui nous empêcheraient de nous développer. Voilà. Et donc ça renvoie effectivement vraiment à des questions de fond sur notre rapport au monde, et notamment en particulier, tu citais Bruno Latour, qui, dans sa compréhension de ces enjeux-là, nous alerte sur le fait qu'il faut changer notre rapport à la production. Notre rapport à la production qui transforme le monde, qui n'est pas quelque chose de négatif en soi. Tous les êtres vivants transforment leur environnement. Les fourmis, quand elles se déploient dans une forêt, elles changent radicalement la forêt. Et d'ailleurs, c'est quelque part elles qui inventent des formes d'agriculture. Elles exploitent des pucerons, elles cultivent des champignons, elles ont inventé une forme d'organisation urbaine en se rassemblant à un très grand nombre dans des espaces réduits et complètement transformés, dans lesquels il n'y a pas d'autres espèces, à part celles qu'elles tolèrent, qui peuvent exister. Et pourtant, les fourmis, depuis des millions d'années, participent à la transformation de leur environnement, mais quelque part vont engendrer de nouvelles conditions qui permettent à d'autres vivants de se développer, et où au final, lorsque les fourmis sont présentes dans une forêt, eh bien, la forêt s'en trouve, alors, pas enrichie, parce que ça n'a pas trop de sens d'un point de vue de la compréhension des écosystèmes, mais s'en trouve diversifiée et renforcée dans sa capacité à offrir des conditions de vie durables pour l'ensemble de ses habitants. Donc, cette proposition-là nous amène à ouvrir le questionnement sur nos propres productions et de la manière dont on a envie d'exister au monde. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut produire des biens, des services, des organisations qui font moins de dégâts, ou est-ce qu'on veut, comme le fait le vivant, engendrer des conditions qui participent à notre propre existence ? J'ai plutôt tendance à répondre favorablement à la deuxième question. Tout à fait, et c'est toute la transformation et le retournement de nos relations, de nos interactions, nos interrelations neuronales, c'est de
de remplacer ce « ou », c'est ou bien on est libre, ou bien on est interdépendant, voilà, qui est vraiment un héritage de cette culture cloisonnée, par du « et », c'est libre et interdépendant. Et ça nous invite évidemment à une autre posture, une autre réflexion bien plus large, beaucoup plus large, pour embrasser ce complexe et comprendre dans quoi nous vivons et où nous vivons et de quoi nous dépendons totalement et avec lequel nous pouvons danser. Alors, dans ces principes, dans ce qui fonde la façon de fonctionner du vivant, tu as cité plusieurs d'entre eux. Tu nous as parlé du fait d'être clos mais ouvert, par la membrane et la lisière. Tu nous as parlé de cette complexité qui se construit sur des éléments simples. Tu nous as parlé aussi de ce tout généreux en service, par le biais de la feuille. Voilà. Est-ce que tu nous parlerais un peu d'un principe qui est que le vivant, globalement, adapte ses besoins aux ressources disponibles? Oui, ça c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que dans le vivant, une des difficultés, c'est l'accès à l'énergie. Et donc, l'énergie principale dans le système vivant et sur Terre, c'est l'énergie solaire, qui ensuite est transformée en énergie chimique qui permet d'assembler des éléments simples qu'on évoquait tout à l'heure pour répondre à tous les besoins en matériaux, en structures que l'on peut observer. Et donc, il y a une forme d'économie ou de sobriété dans le vivant, alors qui est à comprendre vraiment au regard de la difficulté de l'accès à l'énergie. Parce que quand le vivant a accès à l'énergie, il n'est pas sobre. Donc il ne faut pas projeter une espèce de vertu dans les mécanismes du vivant, qui n'ont pas. C'est vraiment le fait que les ressources sont limitées. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler dans notre culture, puisqu'on a quand même construit un imaginaire où une croissance infinie était possible. Dans le vivant, la seule chose qu'on connaisse qui est une croissance infinie, ça s'appelle le cancer, et on sait comment ça finit en général. Donc on est dans un monde limité, et donc il faut tenir compte des limites de chacun des systèmes. Et évidemment, en fonction de l'endroit où on est, les limites sont différentes. Ça peut être l'eau, ça peut être l'accès à certains minéraux, ça peut être l'énergie, ça peut être tout un tas de choses. Et donc le vivant va tenir compte de ces paramètres-là, il ne va pas chercher à développer des stratégies d'importation de l'autre bout de la planète ou de concentration de matériaux dans des endroits où il n'y en a pas. Donc le vivant va développer tout un tas de systèmes qui lui permettent d'utiliser les ressources telles qu'elles existent et de transformer les processus. Et comme ça, par exemple, des éponges dans l'Arctique sont capables de utiliser la silice dissoute dans l'eau, qui est à très faible concentration, et de faire du verre à température ambiante, sans aller chercher des sources d'énergie importantes ou chercher à concentrer la silice pour fabriquer ce verre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réapprendre, d'autant que les conditions du monde tel qu'on le connaît sont en train d'évoluer de façon très rapide, évidemment à cause du changement climatique, mais aussi à cause de l'ensemble des perturbations qu'on en a générées. Alors on peut citer les mouvements de substances qui sont aujourd'hui plus importantes que l'ensemble des fleuves. Par exemple, l'humanité charrie des matériaux, notamment à travers l'extraction minière, qui sont plus importantes que celles de l'ensemble des fleuves de la planète. Donc on voit que c'est quelque chose d'absolument gigantesque. Consomme évidemment des quantités d'énergie extrêmement importantes. Pour avoir une idée, aujourd'hui on a, dans les 50 dernières années, consommé plus d'énergie que dans toute l'histoire de l'humanité. Donc on est vraiment sur une rupture avec ce principe de base qui est de s'adapter aux conditions dans lesquelles on est, même s'il n'est pas interdit évidemment d'être malin
dans la manière de les utiliser et parfois évidemment avoir des stratégies qui permettent aux vivants de se développer. Mais ce qu'on observe de façon, là pour le coup vraiment systématique, c'est que le vivant trouve des stratégies, s'adapte aux conditions dans lesquelles il est. Oui, évidemment, c'est très étonnant. Enfin, moi, je me dis parfois, mais qu'est-ce qui traînait dans notre culture qui a fait qu'à un moment, on a pensé qu'on pouvait extraire sans limite un tas de choses, un tas de matières, un tas de terres rares, sur une boule qui s'appelle la Terre et qui est finie. C'est comme si sur base de ce qu'on a sur notre compte en banque en début du mois, on pensait qu'on pouvait dépenser des millions et des milliards et qu'il n'y a pas de fin. Ça tient presque de la folie en fait, et en tout cas d'une très très mauvaise gestion de ce qui existe, de la ressource existante. Je n'ai pas d'explication au-delà du fait que j'ai envie de dire tous les êtres vivants font ça. La différence, c'est que nous avons la puissance qui nous a permis de transgresser les processus de régulation. Et je vais vous donner un exemple très concret, c'est que vous donnez une source d'énergie à des algues, sans limite, eh bien, elles font exactement la même chose que nous. C'est-à-dire, vous le connaissez tous, les algues vertes en Bretagne, c'est jamais que des êtres qui n'ont pas de cerveau, mais qui font exactement la même chose que l'humanité, c'est-à-dire on leur donne une source d'énergie, c'est l'azote, pour elles, de manière illimitée, et bien elles se développent, jusqu'à créer des conditions qui leur soient totalement défavorables, puisqu'elles détruisent littéralement les conditions de leur propre existence. Donc on voit bien que c'est pas quelque chose qui est propre à l'homme. C'est ce besoin de tous les êtres vivants d'accéder facilement à l'énergie. Et s'il n'y a pas de processus de régulation, qu'on va retrouver dans les écosystèmes, avec ce qu'on appelle des boucles de rétroaction, c'est-à-dire que lorsqu'une espèce commence à prendre trop de dimensions, eh bien, il y a des mécanismes qui se mettent en place pour que ça régule cette population. On pensera par exemple à la relation proie-prédateur. Lorsque une proie est abondante, les prédateurs se multiplient. Et si les prédateurs deviennent trop nombreux, eh bien, la population de la proie s'effondre et la population des prédateurs aussi. Et donc on a des mécanismes de régulation qui font qu'il y a un équilibre dynamique qui s'installe. Le problème de l'humanité, c'est qu'elle a la puissance, grâce à l'énergie, pour échapper à ces mécanismes de régulation. Alors évidemment, d'un certain point de vue, c'est tout à fait intéressant parce que ça a permis de sortir, de s'affranchir de certaines maladies, d'améliorer ses conditions d'existence. Mais là où le sapiens sapiens ne se vérifie pas, c'est qu'effectivement, on a perdu de vue le fait que ce n'était pas qu'une question de jouissance, mais les conditions même de notre propre existence. Alors après, certains font le choix de se dire tant qu'on peut, on y va, et puis quand c'est fini, c'est fini. Voilà, moi j'ai tendance à penser à ceux qui nous suivent et à me dire que ça vaut peut-être le coup de sauver l'humanité et que ce n'est peut-être pas la meilleure façon de voir les choses et que comprendre le besoin que nous avons du vivant nous permettra d'assurer cette continuité et en tout cas c'est dans cette philosophie que je m'inscris moi. Et du coup, est-ce que tu pourrais développer le principe qui dit choisir entre être très efficace ou agile ? Alors ça, c'est une question absolument centrale dans la manière d'aborder nos stratégies d'organisation, de choix technologiques et d'une manière générale dans la vie. Parce que, alors là pour le coup c'est une loi, la thermodynamique nous dit qu'on ne peut pas être en même temps efficace et en même temps être agile. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Si je prends un exemple dans la sphère technologique et après je prends un exemple dans le vivant, si j'utilise une voiture c'est quelque chose de très agile. On va pouvoir faire ses courses avec, on peut partir en vacances, on peut transporter des choses mais pas trop.
Donc c'est un outil polyvalent. Donc il est efficace moyennement. Si je le compare, par exemple, à un 38 tonnes. Un 38 tonnes est un véhicule extrêmement efficace pour transporter des marchandises. Hein. Et donc, par contre, pour aller chercher ses enfants ou partir en vacances, on voit bien que c'est pas du tout la même chose. Et on ne peut pas avoir la même efficacité et en même temps une plage d'usage large. Alors si je prends un autre exemple dans le vivant, on peut prendre la comparaison entre le renard roux, qui est le mammifère le plus répandu sur la planète, et puis le renard arctique. Donc le renard arctique va être très performant. Hein, il est capable de s'adapter à des conditions de température extrêmement basses. Son organisme bien... Alors un renard arctique, hein, c'est gros comme un chat. Ça a des gros poils, donc on a l'impression que c'est plus grand, mais en fait c'est grand comme un chat. Et c'est un peu un mystère, puisque dans les zones froides, on a plutôt tendance à avoir des animaux qui grossissent, parce que le rapport volume-surface est plus favorable aux animaux qui sont gros. D'ailleurs, plus on a du volume, donc on va pouvoir garder la chaleur à l'intérieur, et moins on a de surface d'exposition. Quand on est petit, on a une grande surface d'exposition et un petit volume. Donc, d'un point de vue du maintien de la chaleur, c'est pas une stratégie très intéressante. Et pourtant, le renard polaire, lui, il est extrêmement efficace, alors grâce à en particulier à son pelage, mais aussi son métabolisme, alors que le renard roux, lui, il est plus gros, mais il va être moins efficace. Par contre, il est très polyvalent. Il va pouvoir s'adapter à peu près à tous les milieux, ce qu'est incapable de faire le renard polaire. Et donc on voit que on ne peut pas être et en même temps très efficace et en même temps très adaptable. Donc il faut choisir. Et une fois qu'on a compris ça, c'est extrêmement intéressant. Évidemment, tout le monde va pouvoir penser à ces situations dans la vie professionnelle, hein, où vous avez en permanence cette injonction contradictoire d'être très adaptable et en même temps très efficace. Et bien vous pouvez répondre à votre patron que c'est pas possible. Vous pouvez pas être en même temps très efficace et en même temps très adaptable. On peut l'être alternativement, mais en même temps, c'est pas possible. Alors, quand je dis c'est pas possible, je dois rajouter à un coût énergétique acceptable. C'est-à-dire que oui, on peut transgresser ça, mais ça demande une dépense d'énergie absolument considérable, qui en général n'est pas raisonnable et conduit toujours à une grosse perturbation du système. Donc oui, on peut être efficace et performant en même temps, mais à un coût qui souvent amène à perdre les deux, et l'efficacité et l'adaptabilité. Il paraît aussi que dans le vivant, un des principes, c'est optimiser grâce à l'information. Ce vivant se parle donc, échange donc de l'information. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors ça renvoie au principe qu'on évoquait en introduction, qui pour moi est vraiment l'élément central du vivant, bâti sur les relations. Et donc effectivement, une des grandes dimensions de la relation, c'est l'information. Hein. C'est-à-dire que la plupart, je l'évoquais sur l'organisation de la matière avec la craie qui est organisée différemment et donc qui donne une information, produit des propriétés différentes, eh bien, on va retrouver ça absolument partout. Et la grande différence, là aussi, avec nos systèmes industriels, c'est que si on prend, alors ces proportions sont à titre indicatif, mais le vivant va recourir principalement à de l'information, un peu à de la matière et un peu à de l'énergie, alors que nous, dans nos systèmes, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on va mobiliser beaucoup de matière et beaucoup d'énergie et un peu d'information. Et donc les réponses, aussi diverses que le fil, la toile d'araignée, passant par la coquille d'ormeau, ou tous les polymères, le bois, etc., sont des éléments simples qui sont organisés de façon différente et qui, en fonction du type d'information qu'ils vont produire, vont donner des propriétés différentes. Et donc on voit que la manière de mobiliser un certain nombre d'éléments, de les organiser et de les faire avoir une relation entre eux, va permettre d'offrir une infinité de réponses. Alors que nous, dans nos systèmes, on mobilise plutôt la matière, plutôt l'énergie, pour produire des réponses qui sont souvent d'autant plus compliquées, et avec une difficulté particulière, c'est que du coup ces solutions ne sont pas réutilisables, ne peuvent pas repartir dans les cycles du vivant qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce que tu donnerais l'un ou l'autre exemple de ce qu'est l'information dans le vivant, cette information qui circule ? Elle est de quelle nature, l'information échangée ? Alors l'information, elle est, suivant les échelles
auxquelles on se place, de nature différente. Et là-dessus, il y a encore un certain nombre de discussions sur ce qu'est la nature de l'information. C'est pour ça que moi, je préfère parler de relation, parce que l'information peut être compris d'une façon assez précise, qui est un émetteur, un récepteur, avec un support qui permet d'engager une action, etc. Les relations, me semble-t-il, ont un sens un petit peu plus large. Mais alors les informations, si on a une échelle macro, on les comprend tous. Là, je suis en train d'émettre des signaux, je suis un émetteur, je vous envoie un signal, vous recevez ce signal, vous l'interprétez, et ça génère une réaction chez vous. Mais ça peut être aussi ce qu'on appelle, à les échelles des systèmes, des boucles de rétroaction. Ce que j'évoquais tout à l'heure sur la relation de proie-prédateur, c'est aussi vrai dans l'organisation des écosystèmes qui vont, à certains moments donnés, engager des processus de régulation qui vont permettre de maintenir un certain équilibre. Donc l'information, pris au sens des relations, en fait, se traduit à toutes les échelles d'organisation du vivant. Donc que ce soit de la matière aux relations macroscopiques entre les individus, tels que nous on peut les concevoir, ou que des animaux ou des plantes peuvent les concevoir. Tout à fait. Et ça peut être de nature chimique, comme cette interaction, cette relation justement entre cette guêpe et le chêne, qui va envoyer une information au chêne et qui va faire qu'il va fabriquer cette coque que l'on appelle la gale, qui est cette coque faite de bois, et qui par un message, cette guêpe envoie un message à l'arbre en le piquant pour faire démarrer cette fabrication en fait. Donc l'information, c'est évidemment pas une information comme parler, ou un signal parlé comme on a l'habitude entre nous, mais elle peut être de plusieurs natures différentes. Elle peut être chimique, elle peut être énergétique peut-être, ou autre. Oui, bien sûr. Effectivement, l'information telle que nous on la conçoit, c'est une impulsion électrique. C'est-à-dire quand je parle, il y a des impulsions électriques qui partent de mon cerveau et qui vont actionner un certain nombre d'actions musculaires qui me permettent effectivement de transformer des vibrations de l'air qui arrivent jusque dans votre oreille, etc. Et puis chez vous, il va se passer la même chose. Après, chez les plantes, on a aussi, alors ça c'est une découverte relativement récente, mais on a aussi ce type d'informations électromagnétiques ou électriques. Mais c'est principalement chez les plantes des informations chimiques, alors qui passent par différents biais, c'est-à-dire des réactions de transformation de matière, mais qui peuvent être aussi tout simplement des signaux. Alors, par exemple, souvent on fait référence à cette situation en Afrique où lorsque les girafes commencent à brouter certains acacias, eh bien, c'est le premier acacia qui commence à être dévoré va émettre une hormone, l'éthylène, et qui va être propagée dans l'air et reçue par les autres individus qui du coup vont produire des tanins qui vont rendre la feuille moins appétissante et donc réduire la prédation de la girafe sur les autres individus. Donc voilà, on a effectivement différents supports, différentes stratégies. Chez les fourmis, c'est un peu différent. C'est aussi une information chimique, mais c'est par exemple une information qui est laissée dans l'environnement. Et donc c'est la fourmi qui va aller à l'information et non pas l'information qui va aller à la fourmi. Donc effectivement, il y a plein de formes différentes d'informations dans le vivant, suivant les conditions dans lesquelles et suivant le type d'être vivant qu'il y a. Les bactéries aussi peuvent communiquer entre elles par impulsion électrique ou par substance chimique. Et alors peut-être le dernier que j'ai envie d'aborder avec toi. Alors dans notre culture, en général, quand quelque chose est cassé, que ce soit un de nos objets ou même nous-mêmes, on a tendance à aller chez un expert pour réparer. Et le vivant prévoit l'auto-réparation. Oui. Alors c'est ce qui est intéressant dans le vivant, c'est qu'on est souvent... quand on énonce un principe, on a souvent son pendant. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure d'interdépendance. Puis là, d'un coup, on se dit « Ah oui, mais il y a de l'autoréparation ». Donc ça veut dire qu'effectivement, la majorité des êtres vivants, des individus, lorsqu'ils ont une maladie ou une blessure,
vont être capables de s'auto-réparer ou de guérir. Et d'ailleurs, ça renvoie peut-être à l'épisode qu'on vient de connaître de façon très, 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 très amplifiée autour de la question de la guérison, de la manière d'accompagner la guérison. C'est que dans notre médecine, on a un peu perdu de vue cette propriété-là du vivant, qui est cette capacité du corps à guérir. Et donc, même si un tiers peut participer à cette guérison, c'est toujours le corps qui guérit. Ce n'est pas le médecin qui guérit le malade. Le malade, il se guérit avec peut-être des stimulations, avec le rôle des médicaments et d'aider les processus de guérison. Mais donc c'est bien les organismes qui se réparent eux-mêmes. Et sans ça, d'ailleurs, il ne serait pas possible de les réparer. C'est-à-dire que un organisme malade est un organisme qui a un problème de fonctionnement, qui peut être de différentes origines, et la médecine va venir finalement accélérer, faciliter ou retirer l'empêchement qui empêche les mécanismes normaux du corps de se réguler, mais en aucun cas ne guérit le corps. Alors après, il y a d'autres types de médecine qui peuvent être plus interventionnistes, mais qui du coup soulèvent d'autres questions, justement sur la capacité de maintien de l'autonomie des individus face à des interventions externes, puisque cette capacité d'auto-guérison garantit aussi cette singularité et cette autonomie. Je parlais de liberté tout à l'heure, c'est-à-dire que dans cette interdépendance, les individus sont bien libres de leur propre évolution. Et cette capacité d'auto-réparation fait partie de cette capacité de libre évolution. Donc oui, interdépendance, mais oui aussi à cette capacité autonome pour les individus de se développer et de faire face aux différents événements qu'ils vont rencontrer. Merci pour ce tour d'horizon, de cet espace dans lequel nous vivons, qui est notre maison, qui s'appelle le vivant. Et toi, qu'est-ce que tu as envie d'en faire ? Qu'est-ce que tu as envie de faire de toutes ces choses que tu as captées, comprises, étudiées, observées, malaxées ? Tu rêves de quoi, là, pour toi, pour ta vie, ta mission, pour l'humanité, peut-être plus globalement ? Voilà, c'est quoi pour toi le pas prochain ? Alors, c'est une question à laquelle je répondrai par un peu la même chose que toi, c'est-à-dire contribuer à reconnecter notre culture à ce qui m'apparaît comme étant une condition essentielle à notre propre existence. Comme je disais tout à l'heure, j'ai encore une certaine affection pour l'humanité et il me semble qu'il n'est pas complètement inutile qu'elle puisse perdurer, y compris parce que je pense aux générations qui suivent. Et il me semble que pour assurer cet avenir, l'intégration de cette culture du vivant dans nos choix de société est absolument primordiale et essentielle. Et il se trouve que moi, de mes activités principales, c'est de penser et de mettre en œuvre des politiques publiques. Et donc, aujourd'hui, faire des politiques environnementales, ça ne suffit plus. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut plus se contenter de faire moins mal. Il faut aller vers des politiques qui favorisent l'engendrement de notre environnement, de notre terre. C'est ce que Bruno Latour appelle les politiques de la terre, c'est-à-dire cette capacité à finalement se dire que nos activités s'inscrivent dans cette zone critique, cette petite pellicule autour de la Terre, fragile, qui est vraiment toute mince, qui est entre la stratosphère et puis 1 mètre ou 2 mètres en dessous du sous-sol. Et donc, ce que j'essaye de faire, c'est de contribuer à l'émergence de cette culture, mais aussi à la traduction des outils nécessaires pour le faire. Et donc c'est à la fois dans des approches, je dirais, d'ingénierie, de conception, mais aussi sur le plan plus politique, des choix d'organisation, et notamment autour d'une réflexion de ce que pourrait être une traduction dans une république écologique. Donc quelles institutions, quelles constitutions, quels éléments peuvent participer à l'intégration de cette culture du vivant
qui, et j'insiste là-dessus, est la condition de notre propre existence. Et donc on n'est pas une contrainte, mais au contraire, l'élément qui peut nous permettre notre émancipation commune. Alors, entre autres pratiques que tu utilises pour permettre ce retour à la maison du vivant, hein, je vais le dire comme ça, il y a les pratiques éco-psychologiques et entre autres les ateliers et les pratiques du travail qui relie, qui a été initié par Joanna Messi. Est-ce que voilà, il y a un épisode de podcast qui y sera consacré dans quelques temps. En quoi pour toi ces pratiques, d'abord quelles sont-elles, et en quoi pour toi ces pratiques sont vraiment aidantes dans ce retournement de culture, dans ce retour, cette révolution au sens de revenir aux origines du vivant? Alors j'ai beaucoup parlé d'une approche peut-être un peu technique, qui est peut-être ma déformation de biologiste et d'ingénieur, mais la question de la relation, si on doit la comprendre pour les autres vivants, on doit aussi la comprendre pour nous-mêmes. Et donc ce travail, puisqu'il s'agit bien d'un travail, de la question de notre relation à notre environnement, si on veut rester neutre, ou de cette condition initiale, est absolument indispensable pour deux raisons. D'abord parce que nous sommes des êtres qui ne sont pas composés que d'un cerveau. Nous avons un corps, nous avons un cœur, nous avons des émotions, et donc faire fi de cette dimension-là est complètement aberrant, hein, et d'ailleurs une partie des raisons qui ont permis à notre culture de s'installer, parce que si on avait maintenu cette dimension de l'expérience physique, émotionnelle, on ne se serait peut-être pas laissé embarquer complètement dans ces abstractions, même si aujourd'hui elles sont peut-être plus nécessaires qu'avant pour réussir à justement faire comprendre en quoi cette dimension du vivant nous est essentielle. Et donc le travail qui relie permet de faire le lien entre l'ensemble de ces éléments, sans les opposer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie entre le fait d'élaborer une connaissance, on va dire, scientifique, de l'utiliser dans la compréhension de ce que l'on peut observer autour de soi, et puis le travail qui consiste à regarder ce que ça fait à l'intérieur de nous, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue des sensations. Hein. Si on peut avoir quelques doutes sur ça, Einstein nous rappelait que on ne comprend le monde qu'à travers les sensations que l'on peut éprouver, parce qu'on est incarné dans un corps physique, et que nier ce corps physique est une proposition qui n'a pas de sens. Nous sommes incarnés dans un corps physique, nous avons des émotions, nous avons besoin, suivant les individus plus ou moins, de formaliser des concepts, et donc mon expérience me montre que de toute façon, ne mobiliser que la compréhension intellectuelle des choses, même si vous l'aurez compris, j'ai une certaine appétence pour ça, est très insuffisante dans la capacité à se mobiliser dans quelque chose qui est somme toute assez difficile, car changer de culture, c'est quand même aller contre un certain nombre de systèmes, et souvent ça abîme les individus, parce que souvent c'est dans une relation qui peut être assez difficile, parfois assez violente, et que le travail qui relie permet de retrouver de l'énergie et les connexions nécessaires, à la fois avec les autres êtres humains, mais aussi avec justement ce milieu qui nous entoure, ces autres vivants qui nous entourent, et donne cette force, cette capacité effectivement à se mobiliser, et après à choisir le champ dans lequel on va être plus à l'aise, champ artistique, champ culturel, champ plus technique, plus émotionnel, peu importe. Mais c'est que chacun puisse effectivement retrouver cette énergie intérieure qui lui permet d'assumer son regard sur le monde. Et puis peut-être aussi d'aider à comprendre, au sens vraiment complet du terme, c'est-à-dire effectivement cette proposition sur le vivant, puisque je pense que les concepts que j'ai évoqués ne sont pas forcément partageables à tout le monde. Et qu'aller dans l'exploration des autres dimensions permet aussi d'être plus universel,
parce que le gros avantage du vivant, c'est qu'on peut en faire l'expérience. Et tout le monde peut faire l'expérience de ce que c'est qu'être vivant. Et donc ça, voilà, c'est quelque chose sur lequel on a un élément de partage, mais qu'il faut travailler, ritualiser. Et c'est vrai que la proposition de Joanna Macy offre ce cadre-là, qui est relativement libre et assez vivant, puisqu'on peut le faire évoluer. Il n'y a pas de copyright, on n'est pas dans un processus comme on peut en voir parfois sur le développement personnel, voilà, qui ne cherche pas à faire économie, mais qui cherche à proposer une manière collective d'aborder des questions personnelles, mais dans un cadre collectif, et donc de lui donner cette puissance de l'agir dont on a besoin aujourd'hui pour aller vers ce changement de culture. Absolument. Un chemin en fait qui permet de relier, s'adresser à la tête, au corps et au cœur. Merci Karim. Merci à toi Marine. Merci aux auditrices et aux auditeurs. À bientôt. Si détricoter les fils de notre culture et commencer à tisser une trame culturelle qui soutienne la vie dans tous les domaines de nos existences vous inspire, sachez qu'à partir de cet automne, je propose également des ateliers tout tourneront sur cette terre. Des ateliers de 3 jours en France et en Belgique. Vous en trouverez les informations dans le texte de présentation sous cet épisode. Au plaisir de tisser avec vous. Le vivant se crée, s'invente et s'entretient dans les relations entre les éléments qui le composent, nous a partagé Karim. Exactement ce que nous n'avons pas appris à considérer. Rien ne nous prépare dans notre culture à ce qui concerne la relation, ni avec soi-même, ni avec les autres, ni avec les autres êtres vivants. D'où notre difficulté, par exemple, à intégrer les boucles de rétroaction, ces réponses qui nous arrivent de celles de ceux que nous avons impactés par nos actions et qui permettent la régulation. C'est du chinois pour notre culture linéaire, des erreurs de l'histoire. Tout aussi, dans le vivant, possède un dedans et un dehors. Notre corps abrité dans sa peau, celui de la bactérie dans sa membrane, l'écosystème de la forêt et celui de la prairie, et une lisière entre les deux, avec le dehors, l'autre, le différent, où s'entretient le dialogue, les interrelations qui tissent et entretiennent la vie. Et tout possède une certaine sensibilité au temps, un début, un développement, une fin, et donc une nécessité de se régénérer, et des stratégies ingénieuses pour évoluer. La reproduction, les erreurs de recopie, la procréation, mais aussi la mort. Et nous avons vu à l'épisode précédent à quel point cela peut nous être difficile à accepter. Autre principe fondamental, les briques du vivant sont toujours les mêmes. Carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore et soufre. Elles sont interchangeables, recyclables, et s'expriment en une infinité de combinaisons, de relations, qui créent des singularités et leurs propriétés. La complexité, c'est simple, dit Karim. C'est construit sur des éléments simples, recyclables, non toxiques. Le contraire de nos modes de production, qui mobilisent l'ensemble des molécules du tableau de Mendeleïev et que nous assemblons grâce à des processus compliqués, aux résultats souvent irréversibles et non recyclables. Voici donc quelques-unes des clés de compréhension du vivant que nous a partagé Karim dans ce passionnant épisode. Une autre difficulté de notre culture, sur laquelle il s'est exprimé également, est la tentation du contrôle, car celle-ci nécessite la simplification et vire souvent au simplisme. C'est le cas entre autres dans le champ de notre connaissance du cycle de l'eau. Si nous avons toutes et tous appris qu'elle répond à un cycle perpétuel d'évaporation, de condensation, de précipitation et de ruissellement, nous sommes bien peu à savoir qu'elle ne possède pas qu'un cycle, mais plusieurs. Et encore moins à avoir conscience qu'elle se cultive. Au regard des tendances à la sécheresse qui se présentent, il semble qu'il soit temps que nous accueillions le complexe dans ce domaine également. Je retrouverai sur ce sujet dans le prochain épisode Hervé Covels. Au mois prochain! Ce podcast est présent sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous y abonner et à en parler autour de vous pour tisser ensemble la toile d'une nouvelle culture. Le montage de cette série est assuré par ma complice Caroline Érigoin, elle-même auteure du podcast Fréquence Collective, qui traque toutes les formes possibles d'intelligence collective. Je remercie la fondation belge Keygreen, créée en hommage à sa fondatrice Arlette de Tombeur, pour le soutien financier dont bénéficie ce projet.
La mission de la Fondation est de contribuer à la transition écologique en soutenant des projets qui encouragent de nouvelles pratiques respectueuses des hommes et de l'environnement.